Alors, nous allons continuer à parler des propriétés mécaniques des matériaux. Donc, après les contraintes, on voit là en détail les différentes propriétés mécaniques. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une propriété mécanique? C'est une caractéristique qui est propre à un matériau. Donc, caractéristique qui est propre à un matériau. Cette caractéristique-là, elle peut nous permettre de déterminer ça va être quoi la réaction du matériau là, sous l'effet des différentes contraintes. Donc, on a vu trois contraintes différentes, la traction, la compression et la torsion. Donc, chaque matériau là, va réagir différemment selon les contraintes. Donc, la première propriété qu'on voit ensemble, c'est une que vous avez déjà vue, la dureté. Donc, la dureté, c'est la capacité de résister à une déformation lors de la pénétration d'un corps dur. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, vous avez déjà vu ça en secondaire 2. Donc, quand vous avez fait des tests sur les roches pour en vérifier la dureté. Donc, une roche que vous étiez capable de rayer avec un ongle avait une dureté là, de 1 ou de 2. Une roche que vous pouviez rayer avec une pièce de cuivre, là, comme une pièce d'un cent, avait une dureté de 3. Donc, celle-là, on n'est pas capable de la rayer avec l'ongle. Par la suite, pour encore plus dur, c'est lorsqu'on est capable de la rayer avec un couteau. Et ainsi de suite, là, par niveau de dureté. Et on voit là, que ce qui est le plus dur, c'est le diamant. Et on peut seulement rayer le diamant avec un autre diamant. D'ailleurs, la dureté du diamant là, fait qu'on va faire des scies qu'on appelle des scies au diamant, par exemple, pour couper le marbre. Donc, dureté, c'est vraiment la pénétration d'un corps. Ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment une pointe de lame ou un matériau là, plus dur là, qui essaie de faire une rayure sur un autre matériau. Deuxième propriété, ça va être la capacité de résister à la traction. Donc, si on va surligner ici, donc c'est résister à la traction ou ce qu'on a vu comme contrainte, la tension. Donc, cette capacité-là, on va parler à ce moment-là de rigidité. Donc, qu'est-ce qui est rigide va bien résister à une force de tension. Donc, si on prend comme exemple le bois, le bois, quand je fais une traction dans le sens des fibres du bois, il y a une très grande résistance, donc une très grande rigidité. Par contre, si je mets la même force, mais dans le sens contraire, à ce moment-là, les fibres vont se séparer, elles vont se décoller. Donc, c'est une situation à éviter si on ne veut pas que le bois se brise, c'est de lui imposer là, une traction dans le sens contraire de la fibre du bois. Donc, on voit que pour un même matériau, là, la rigidité peut être différente selon comment on va appliquer la force. Troisième caractéristique, c'est la capacité de résister au choc. On parle à ce moment-là de résilience. Donc, dans le fond, un choc, c'est une force de compression, mais qui arrive là tout d'un coup et qui n'est pas appliquée nécessairement progressivement. Donc, la résilience, on connaît bien ça, par exemple, pour des casques, donc différents casques de football, de vélo, des casques pour faire du skate, donc peu importe. On a différentes formes de casques, mais ils ont tous la même caractéristique là, de résilience, de résister au choc. Et bien sûr, le classique étui de cellulaire, certains étuis de cellulaire là, sont conçus justement pour que si vous échappiez votre cellulaire, le cellulaire est protégé. Donc, résistance au choc ici. Si on poursuit, la capacité de se laisser réduire en feuilles. Donc, la partie ici, là, réduire en feuilles est importante. Donc, sans se déchirer, puis ça va être sous l'effet d'une force de compression. Donc, on parle à ce moment-là de malléabilité. Et c'est vraiment là, la malléabilité, ça va avec se faire réduire en feuilles, ce qui va être différent tantôt là, que de se faire étirer en forme de fil. Donc, il y a beaucoup de métaux
qu'on est capable de réduire en feuilles. Donc, par exemple, ici, on voit une tôle. Puis, on voit, par la même occasion, ici, un système de roue de friction. Et là, il y a une compression qui est appliquée là, sur la tôle pour lui donner l'épaisseur voulue. Donc, on peut là, faire des feuilles avec différents métaux parce qu'ils sont malléables. On a également une situation un peu contraire qui est la fragilité. Donc, il y a des matériaux qui vont se casser sous l'effet d'une force. Donc, on va dire qu'ils sont fragiles. Donc, on connaît tous, bien sûr, la fragilité, par exemple, de la porcelaine ou de la céramique. Donc, on va se dire, ben, pourquoi qu'on utilise ce matériau-là? Ben, c'est parce qu'il y a d'autres propriétés au niveau thermique qui sont intéressantes. Puis, comme on peut le vitrifier aussi, c'est quand même un matériau là, qui a une bonne durabilité. Donc, fragilité. Quand on peut étirer quelque chose ou lui donner la forme d'un fil, on va parler de ductilité. Donc, la ductilité, c'est vraiment de pouvoir être étiré en forme de fil et ce sans se rompre, donc sans se briser. Donc, beaucoup de métaux aussi ont une bonne ductilité. C'est le cas du cuivre qu'on peut étirer. Et le métal le plus ductile, c'est l'or. Qu'on est capable d'allonger sur une très très longue distance et faire un fil très 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 fin sans que ce fil-là se casse. Donc, excellente d'utilité pour l'or, mais il y a aussi beaucoup d'autres métaux là, qui ont cette caractéristique-là, comme le cuivre par exemple. Donc, la propriété suivante, c'est la capacité de reprendre sa forme initiale. Donc, ça, on connaît bien ça, c'est l'élasticité. Donc, lorsque la force va cesser d'agir, l'objet reprend sa forme initiale. Donc, c'est le cas, par exemple, des élastiques d'entraînement ici. Donc, on peut faire subir une force de tension et il va revenir à sa forme initiale. Mais il y a aussi les forces de compression. Donc, on peut parfois comprimer un caoutchouc et il va reprendre sa forme initiale, comme on peut l'étirer et il va reprendre sa forme initiale. Donc, on peut soit comprimer ou mettre une force de tension. Et si la propriété d'élasticité est là, ben, l'objet reprend sa forme initiale. Si l'objet a la capacité de laisser passer le courant électrique, on va parler à ce moment-là de conductibilité électrique. Donc, la conductibilité électrique, souvent, ben, elle est présente dans les métaux. Comme on a vu tantôt, le cuivre, ben, en plus qu'on est capable de faire un fil, ben, il conduit très bien l'électricité. Donc, on va s'en servir dans les maisons pour conduire l'électricité. Et puis, il y a aussi l'aluminium qui peut conduire l'électricité. Par contre, l'aluminium a un défaut important, c'est que lorsqu'on le met en fil très petit, il a tendance à se casser. Donc, il n'y a pas une bonne ductilité comme le cuivre. Donc, on a abandonné l'utilisation de l'aluminium dans les fils pour les maisons à cause de ça. Il y a aussi une autre forme de conductibilité. On va parler de conductibilité thermique lorsque le matériau laisse passer ou transmet la chaleur. Donc, si on prend l'exemple d'une marmite, ben, on veut que la marmite laisse passer la chaleur parce qu'on veut que la chaleur produite par le poêle se rende à l'aliment. Par contre, on ne veut pas que la chaleur se rende dans la poignée, donc on va prendre un matériau qui est plutôt un isolant thermique pour pas que la poignée devienne chaude. Donc, c'est un petit peu la même chose là, quand on parlait d'électricité tantôt. Donc, oui, mon fil de cuivre conduit l'électricité, mais on met par-dessus un isolant électrique comme le caoutchouc ou le plastique pour pas que l'électricité elle quitte le fil puis que ça cause des courts-circuits. Donc, il nous reste deux propriétés.
La première, le coefficient de dilatation thermique. Donc, la dilatation thermique, c'est lorsque l'objet augmente de volume en fonction de l'augmentation de température. Donc, lorsqu'on va chauffer une substance, généralement, son volume va augmenter. On voit ça beaucoup sur les gaz dans un ballon, mais ça fonctionne aussi avec les liquides et les solides. Un exemple de ça, donc sur un pont, vous avez probablement remarqué que ça fait du bruit. C'est à cause de ce qu'on appelle les joints de dilatation. Donc, le joint de dilatation ici permet au matériau, l'été, lorsqu'il fait plus chaud, le matériau prend de l'expansion. Donc, le joint de dilatation va être plus petit. Et l'hiver, lorsque le matériau se refroidit, ben, le joint de dilatation va être plus large. Donc, si on ne faisait pas ça sur les ponts, là, comme il y a différents matériaux, de l'asphalte, de l'acier, du ciment, ben, ce qui arriverait, c'est que à cause de la dilatation thermique, il y a des structures là, qui casseraient et la durée de vie serait moins longue. Donc, les joints de dilatation, on a ça sur les ponts, on a ça même dans les bâtiments. Parfois, on est capable de voir les joints de dilatation thermique. Dernière propriété. Donc, la capacité de résister à la rouille, donc on parle de résistance à la corrosion, donc par l'action de la fumée, du sel et des produits chimiques là, qui vont entraîner là, la formation de la rouille. Donc, hein, on connaît bien la rouille sur le fer qui est de couleur orangée, mais la rouille parfois va être, on appelle ça du verre de gris, mais en fait c'est la forme de rouille du cuivre. Donc, une façon de réduire ça, ben, c'est par exemple de peinturer l'objet ou de lui ajouter des additifs pour l'empêcher de rouiller. Donc, c'est ce qu'on fait avec l'acier inoxydable. Donc, l'acier inoxydable là, qui est composé de fer et de chrome pour réduire là, la rouille. Donc, ça ne veut pas dire que l'acier inoxydable ne rouillera jamais, mais sa durée de vie là, va être plus longue et va être plus résistant à la rouille. Donc, ça complète la matière quant aux propriétés mécaniques des matériaux.